vais présenter la première conférence qui va débuter. Donc, la première présentation de la journée, c'est « Est-ce que nous consommons trop de médicaments? » Donc, la présentation va débuter à l'instant. La présentation va être divisée en 4 segments. Donc, le premier segment, c'est quels sont les médicaments les plus consommés dans notre société? Qui est responsable de la surconsommation de médicaments? Qu'est-ce que le nouveau phénomène de la déprescription? Quelles questions poser, à son pharmacien pour éviter la surprescription? Pour nous en parler, on va accueillir 2 panélistes. Donc, Jean-François Webel, pharmacien gradué en 2007. Il a travaillé comme pharmacien communautaire pendant plusieurs années et aujourd'hui, il est propriétaire du Family Prix sur la rue Masson et sur la rue Hochelaga. Donc, M. Webel ici. Et on a aussi Mme Marie-Claude Drainville, qui a été pharmacienne communautaire pendant 2 ans. Maintenant, maman en congé de maternité et résidente en médecine pour se spécialiser en gynécologie obstétrique. Donc, accueillez-les chaleureusement. Je vous laisse continuer. Merci beaucoup d'être là. Merci. Alors, sans plus tarder, merci d'être venu. Alors, le médicament, est-ce la réponse à tous les maux? Bon, il faut toujours faire ça, nos déclarations des conflits d'intérêts. Moi, j'en ai pas. Comme c'était dit plus précédemment, Jean-Maurice est propriétaire des 2 pharmacies sur Masson et Hochelaga. Les objectifs, c'est un aperçu de notre consommation parce que là, on vient vous dire qu'on en surconsomme. Il faut un peu voir d'où ça sort, cette phrase-là. Est-ce que c'est vrai, puis combien qu'on en consomme? Ensuite, on va poser des pistes de réflexion sur les causes de l'augmentation. Il va y avoir 3 grands axes. On pourrait en parler très, très longtemps, mais on a axé sur 3 grands axes. Puis ensuite, ce qui va vous intéresser aussi, c'est quelles questions qu'on pose à notre médecin, notre pharmacien, parce qu'il faut en poser des questions. Souvent, on n'ose pas, mais il faut en poser. Puis la dernière phrase, c'est juste d'avoir en tête, on va parler qu'on consomme beaucoup de médicaments, mais d'avoir en tête, vous ne repartez pas tantôt puis vous arrêtez toutes vos pilules, OK? Quand on veut faire ça, quand on veut les diminuer, il faut en parler à notre médecin ou à notre pharmacien, OK? Fait qu'on veut juste être sûr que ça, c'est bien clair. Donc, le plan de la présentation, en premier, on va parler de statistiques, des chiffres. C'est pas toujours intéressant, mais vous allez voir, ça parle quand même. Ensuite, qui est responsable? Les 3 grands axes qu'on va parler, c'est, le premier responsable, c'est nous-mêmes, l'individu. Ensuite, la société dans laquelle on vit est aussi responsable de notre surconsommation. Puis enfin, tout ce qui est l'industrie, les médias est aussi responsable. Fait que ça va être les 3 grands axes qu'on va aborder. On va vous parler du nouveau phénomène qui est quand même récent de déprescription. On va vous l'expliquer un peu plus loin, puis les questions à poser. Donc, la partie des statistiques. Selon vous, je vais vous faire travailler un peu ce matin à main levée. Dites-moi, quel médicament vous pensez, vous n'êtes pas obligé de me dire le nom du médicament, mais de la maladie qui sont les plus consommés dans notre société. Est-ce que vous en avez une idée? Excellent. Oui, monsieur a dit les médicaments pour la dépression. C'est une excellente réponse, on va le voir. C'est notre numéro 1. Oui. Allô. Le cholestérol. Ici, on vient de dire le Lipitor pour le cholestérol, ce qui est aussi une excellente réponse. C'est le 3e médicament, les classes de médicaments pour le cholestérol. Oui. Le sommeil. Pour le sommeil. Oui, effectivement, c'est englobé dans les médicaments qu'on appelle dépression, anxiété, mais effectivement, tout ce qui est nos médicaments pour faire dodo, les anxiolytiques, c'est énormément consommé, oui. Oui, on va l'englober dans douleur, maux de tête, énorme. Vous êtes super bon, vous avez comme sorti les 3 plus gros. Ouais. Il en manque encore 2. Oh, diabète. Ouais. Il en manque un. Oui, la pression. Ouais. Fait qu'en fait, ce qu'on voit, ce tableau-là, vous l'avez dit, en 2014, le numéro 1, c'était les psychotropes. Psychotropes, ça englobe dépression, anxiété, médicaments pour faire dodo. Analgésie de la douleur, c'est la preuve que ça soit pour des grosses maladies ou des petits maux. Oui. Question.
Oui, c'est ça. L'Ativan, c'est dans les psychotropes. Puis il y en a énormément qui consomment ce médicament-là. Puis en 3e, notre cholestérol. 4e pour la pression. Puis 5e pour le diabète. Ce qui est intéressant à voir, je vous ai mis les statistiques de 2000. Il y a 14 ans, ce qui était le plus consommé, c'était la douleur. Puis en dernier venaient les médicaments pour tout ce qui était dépression, anxiété, Ativan, faire dodo. Puis ça se retrouve en premier. Fait que c'est comme, il y a eu un changement. Si on regarde, le 2e, c'était pour la ménopause. Ensuite, la contraception, il y avait moins pour les maladies chroniques. Puis maintenant, ce qu'on regarde 14 ans plus tard, en 2014, bien, c'est tout ce qui est plus au niveau psychotrope, dépression et maladies chroniques qui se retrouvent dans nos plus prescrits. Fait que ça l'explique un peu, en se basant sur ça, qu'est-ce qui cause ces augmentations-là. Aussi, dans les statistiques, ils disent dans les dépenses de santé, là, quand on prend la tarte de budget là, pour la santé au gouvernement, les médicaments, ça vient en 2e tout de suite après tout ce qui est hôpital, hospitalisation. Fait que c'est quand même une grosse partie du portefeuille. Puis principalement, quand on regarde dans les médicaments, c'est tous les maladies chroniques et les médicaments pour la prévention de la grossesse. Les contraceptifs, on a quand même une population qui en prennent beaucoup chez les jeunes filles. Aussi, si on regarde entre 6 ans et 79 ans, il y a 41 des gens, quand on leur demandait si dans les 2 jours précédents, ils avaient pris un médicament sous ordonnance, il y en avait 41 quasiment la moitié qui disaient oui. Ce qui est quand même important parce qu'on a tendance à dire ben, c'est juste les personnes âgées, c'est juste les personnes âgées. Mais non, c'est de 6 à 79 ans. Alors, notre clientèle plus jeune en prend, une personne sur 2 en prend aussi, ce qui est beaucoup. Puis dernière, bon, pour vous faire sourire, aux États-Unis, c'est 48 Fait qu'au moins, on est encore meilleur. Maintenant, si on les regarde plus en groupe d'âge, en fait, ce qui explique que nos jeunes en prennent maintenant, si on regarde dans la tranche de 6 ans à 24 ans, nos jeunes jusqu'à jeunes adultes, bien, les troubles de déficit de l'attention, que ça, il y a de plus en plus de prescriptions. Chez les garçons, les hommes, c'est ça qui est le plus prescrit. Versus chez les femmes, c'est contraception et dépression qui sont dans les plus prescrits chez nos jeunes adultes à enfants. J'ai mis asthme en italique parce que, les pompes de Ventolin chez les jeunes qui font du sport et tout ça, il y en a beaucoup aussi qui sortent, qui sont prescrits. Alors ça en fait partie. Quand on tombe dans l'adulte moyen, jusqu'à 79 ans, ce qu'on voit, c'est toutes nos maladies chroniques qui ressortent. On voit le cholestérol, l'hypertension, on est stressé, on a des ulcères d'estomac, bêta-bloquant, ça, c'est pour le cœur. La douleur, il y a beaucoup de gens qui ont des maux, des petits maux de dos, d'épaule, de tête, de tout ça, ça ressort beaucoup. Dépression, ça vient beaucoup. Puis la thyroïde. Pour la dépression, c'est 45-65 ans qu'on voit qu'il y a la plus grande quantité de gens qui en consomment. Ça, c'est intéressant. Dans les statistiques, il disait que la consommation de médicaments n'était pas influencée par le revenu. Puis ça, moi, je trouvais ça intéressant parce que par les années passées, ce que ça montrait, c'est que les gens dans des quartiers plus défavorisés, avaient moins de revenus, cherchaient moins à avoir une bonne santé ou étaient plus malades. Ça a comme disparu au fil des années. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on soit riche, pauvre, éduqué, moins éduqué, on se retrouve avec quand même une consommation importante de médicaments. Ça fait plus varié. Les femmes, par rapport aux hommes, sont plus susceptibles de consommer. Pourquoi? Bon, d'abord, toutes nos parties de contraception. Oui? La cortisone, c'est souvent donné comme anti-inflammatoire. Fait que c'est pas nécessairement pour la douleur, mais ça va aider beaucoup pour la douleur. Ça dépend, dans les statistiques, ça dépend où est-ce qu'ils le mettent, parce que toutes nos maladies inflammatoires, des os, des articulations. Oui. Pardon? Oui. Il faudrait voir pourquoi vous faites de l'anémie. On pourra en discuter après parce que... c'est pour ça. Je vous l'expliquerai après. Parce que c'est pas tant pour augmenter votre... Je vous l'expliquerai, OK? Profitez-en pendant que vous avez un pharmacien puis une résidente en médecine. OK. Après la conférence, par contre. Fait que gardez votre question. Gardez votre question, je vais vous la répondre après. OK? Puis... OK, oui, puis on va être à la cantine après. Vous allez pouvoir venir nous voir personnellement. OK? Puis,
pour revenir, pourquoi c'est les femmes qui consomment plus? Bien, messieurs, vous avez moins tendance à aller voir le médecin. Vous allez voir le médecin quand vous êtes malade. Les femmes, on y va plus par prévention. Depuis qu'on est jeune, on va plus voir le médecin, que ce soit pour les bébés, les grossesses, la contraception. Fait que c'est plus ancré dans notre tête que nous, on va voir les médecins. Donc, on se retrouve souvent à avoir plus de consommation de médicaments. Par contre, on voit qu'une fois qu'on est plus âgé, entre 65 et 79 ans, bien là, il n'y a plus de différence entre les femmes et les hommes. Puis, chez notre clientèle plus jeune, nos enfants, c'est les garçons. Puis ça s'explique un peu pour tous les médicaments, pour les troubles d'attention. Les troubles d'attention, ceux qui ne le savent pas, là, c'est tous les enfants qui sont un peu agités, tout ça. Bon, c'est plus complexe que ça, mais pour faire une image, c'est ces médicaments-là. Ensuite de ça, bien rapidement, en dessous, on voit que plus qu'on prend de l'âge, plus qu'on est susceptible de consommer des médicaments. Puis, il disait même qu'une polypharmacie, c'est quand on a au moins 5 pilules de prescrit, ce qui est quand même pas négligeable. Il y avait 30 fait qu'un tiers à peu près des gens en haut de 56 ans, 56 ans, là, c'est pas vieux, là, prenaient au moins 5 médicaments, ce qui c'est quand même pas négligeable. Maintenant, on avait dit qu'on était pour parler de nos 3 grands axes responsables de ça. Là, on vient de voir qu'on en consomme quand même des médicaments dans la société. Fait que, pourquoi? Qu'est-ce qui peut causer ça? La première chose, bien, il y a notre nous-mêmes. Hein? On dit, avons-nous trop confiance en nos médicaments? Est-ce que c'est efficace à 100 % Je vais vous donner une petite anecdote. La pire bête noire pour un étudiant en médecine, c'est quand il faut qu'il questionne ses premiers patients, là, qui n'est pas habitué, puis qui dit « Bonjour, vous avez quel âge? Vous faites quoi dans la vie? Avez-vous des maladies? » Il dit « Non. » Puis vous venez pourquoi? Puis il continue de questionner. Puis là, bon, Mané, il prend la liste de médicaments, puis il voit qu'il y en a une liste complète. Puis il dit « Mais vous faites du cholestérol? » Il dit « Ah oui, mais je suis pas malade, je suis traité, j'ai une pilule. » « Ah, mais vous avez aussi un médicament pour la pression? »« Ah, mais ouais, je fais de l'hypertension, mais c'est traité, je prends une pilule. » Fait que les gens, quand on leur demande « Êtes-vous malade? » Bien, quand c'est traité, c'est « Non, j'en ai plus de problème. » C'est vrai que ça le traite, mais on a comme la pensée dans notre tête que « Ben non, on n'est plus malade, on prend la pilule, puis c'est réglé. » Fait que c'est un peu aussi l'attrait, tu sais. C'est sûr que quand on fait du cholestérol, c'est plus facile de prendre une pilule que de modifier notre alimentation. Puis, c'est pas un blanc parce qu'on va le voir plus loin. C'est quand même difficile de faire des changements dans notre vie. OK? Puis, les changements dans notre vie, on appelle ça des mesures non pharmacologiques. Ça veut dire non pharmacie, pas de pilule, des modifications de notre mode de vie. Alors, on va prendre un exemple, c'est l'hypertension artérielle. On a vu que c'était notre 4e cause ou notre 4e classe de médicaments les plus consommés au Canada. Quand on regarde les recommandations d'Hypertension Canada, pour prévenir puis traiter l'hypertension, il n'y a pas seulement les médicaments. On a une panoplie de mesures qui ont été prouvées aussi de façon scientifique, qui vont diminuer la pression ou prévenir l'hypertension aussi. On vous les a notés ici. Alors, le premier, c'est l'exercice. C'est 30 à 60 minutes d'exercice qu'il faut faire. L'exercice modéré, c'est-à-dire un peu comme faire du vélo, jogging, marche rapide ou la nage. Puis ça, il faut le faire 4 à 7 fois par semaine. C'est quand même beaucoup. Par contre, ça a un impact assez marquant sur la pression. Ça descend le premier chiffre de 7 et le deuxième chiffre de 6. On va voir un peu plus tard, on va pouvoir comparer cette efficacité de l'exercice versus l'efficacité des médicaments. Le poids. On se dit toujours qu'il faut avoir un poids santé contre l'obésité. Bien, le poids a vraiment un impact sur la pression. Pour chaque kilogramme qu'on perd, on diminue le premier chiffre de 1,6, le deuxième de 1,1. Il y a la diète. Si on mange plus de légumes, plus de fruits, si on diminue les produits laitiers avec des gras, si on consomme moins de viande puis de la viande maigre, on peut diminuer notre pression aussi. Il y a le fameux sel. On entend toujours parler du sel. C'est 2 grammes de sel maximum par jour. Quand on est capable d'atteindre ça, notre pression va aussi diminuer. Puis, le plus facile à dire, le moins facile à faire, diminuer le stress. Le stress a un gros impact sur la pression, puis on peut le voir. Quand on est capable de diminuer de façon prolongée, on peut avoir un impact considérable sur notre pression artérielle. Maintenant, on voit sans les médicaments, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer notre pression. On va regarder la partie médicaments. Notre première ligne de traitement, c'est entre autres les diurétiques. Ça, c'est les médicaments pour faire uriner.
puis généralement, c'est les premiers qu'on va prescrire quand on fait de la haute pression. Ceux-là, ils diminuent de 9 pour le premier chiffre, puis 4 pour le deuxième chiffre, la pression artérielle. C'est souvent pas assez, puis pour plus que la moitié des gens, pour bien contrôler leur pression, ils ont besoin de 2 médicaments. Maintenant, mettez-vous à la place de quelqu'un qui va chez le médecin puis qui se fait annoncer qu'il fait de la pression. Cette personne-là se voit le choix d'avoir un médicament, une pilule à prendre par jour, qui baisse la pression de 9 pour le premier chiffre, ou on peut lui donner l'option aussi des mesures non pharmacologiques, par exemple, faire de l'exercice, qui va baisser de 4. On voit qu'il n'y a pas grosse différence entre les deux. Par contre, pour l'exercice, cette personne-là doit se dire « OK, moi qui est sédentaire un petit peu, il faut maintenant que je change du tout au tout mes habitudes, puis que j'aille faire du sport 60 minutes, au moins 4 fois par semaine. » C'est quand même beaucoup. Après, on va lui dire de diminuer son poids. Il dit « Oui, ça a un impact, mais c'est pas toujours facile à faire non plus. » Améliorer sa diète, fini les restaurants, on arrête les frites, on mange plus santé, on doit cuisiner un peu plus. Il y a Bob le chef qui va pouvoir nous donner une coupe de recettes. Mais ça implique aussi beaucoup de la part des individus. Diminuer le sel, la personne va dire « Ouais, si je sale plus, ça risque de pas goûter grand-chose. » Puis diminuer le stress, bien, il va dire « J'aimerais bien, mais comment je vais le faire? » En fait, souvent, on va aller dans un des extrêmes. Il y a les personnes qui vont décider « Je vais juste prendre le médicament, une pilule par jour, puis je suis débarrassé. » Le danger avec ça, c'est que si on ne fait pas d'exercice, si on n'a pas un poids santé, il y a d'autres complications qui peuvent être. Le médicament va juste traiter la pression artérielle. Par contre, l'exercice va aider pour le diabète, pour aider pour la force musculaire, pour l'ostéoporose. La perte de poids va diminuer l'arthrose. Ça a plein d'autres avantages, alors on ne peut pas seulement se fier aux médicaments. D'un autre côté, la personne qui se dit « Moi, je ne veux pas prendre de médicaments. Non, 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 je vais juste faire les mesures non pharmacologiques », ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se peut que durant les premiers mois ou la première année, le temps qu'ils perdent le poids, qu'ils changent toutes les habitudes, la pression reste élevée puis ils sont encore à risque de maladies cardiovasculaires ou d'accidents. À ce moment-là, il n'y a ni une option qui est la meilleure ni l'autre. Je pense que c'est la combinaison des deux. Alors, de ne pas seulement prendre le médicament, mais de faire d'autres mesures non pharmacologiques pour avoir un impact sur sa santé. Okay. Maintenant, le rôle de la société, c'est notre deuxième grand axe. Après notre nous, bien, il y a toute la société dans laquelle on vit qui nous pousse un peu à surconsommer. Quand on voyait nos plus grands médicaments, c'est les médicaments des maladies chroniques. Puis les maladies chroniques sont beaucoup causées par tout ce qui est autour de nous. On est dans une société où il faut que ça aille plus vite, il faut plus produire, on a de moins en moins de temps. Les gens le disent, j'aimerais bien ça aller faire du gym, mais j'arrive à la maison, j'ai les enfants, j'ai pas le temps. Ça, c'est une réalité qu'il faut tenir compte. Il y a aussi les structures dans nos écoles, puis tous les nouveaux programmes. Quand on voyait que chez les enfants, tous les médicaments pour l'hyperactivité puis les enfants qui bougent beaucoup, ça fait partie d'une grande classe, bien, il y a lieu à se demander est-ce que nos nouveaux programmes dans les écoles est si adaptés que ça à nos jeunes, de couper les cours d'éducation physique, de couper les cours d'économie familiale où on montrait à cuisiner, à ces choses, à des cours de nutrition. Est-ce que c'était si judicieux que ça à l'époque? Il y a quelques années, quand on a coupé beaucoup de ces programmes-là, ça en fait partie. Aussi, bien, veut pas, on est entouré maintenant de cuisine rapide. On va à l'épicerie, tout est déjà cuisiné. Il y a plein d'additifs alimentaires. Même des fois, on se dit dans nos légumes, il y a plein de pesticides, tout ça. Aller faire son épicerie maintenant, là, c'est plus 45, on fait la grosse épicerie de la semaine en 45 minutes. Il faut prendre le temps de revirer chacun des pots, puis regarder. Puis ça, c'est anxiogène. Là. On ne veut pas trop de sucre, mais là, ils mettent plus de gras. Si on met moins de gras, ils mettent plus de sel. Ça devient quand même compliqué. Puis ben non, on n'a pas... Ça prend un cours classique maintenant là, pour faire une épicerie. Puis on n'a pas été formé à toutes ces affaires-là. Les nouveaux sucres, fructose, sucrose, bien, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Fait que juste ça, ça fait qu'on est tout mélangé puis qu'à un bon moment, on abandonne aussi, à vouloir comprendre notre nourriture. Bien, tout ce qui les attentes de vie, les réseaux sociaux, ça reste que c'est un nouveau truc, les réseaux sociaux. Puis
tout le monde se met à son meilleur et tout ça. On parlait de stress, de médicaments pour la dépression et tout ça. On a des grandes attentes de vie. On voit que tout le monde est bien heureux sur les réseaux sociaux, mais il n'y a personne qui se met le lundi matin en pyjama tout magané. Hein? Puis, ce qui est intéressant à voir dans les statistiques, quand j'ai fait ma petite recherche, ils demandaient aux gens de qualifier s'ils sont très heureux, heureux, non heureux ou malheureux. Il y avait 60% des gens, là, c'est plus qu'une personne sur deux qui se disait dans la catégorie non heureux à malheureux. Fait que c'est quand même... C'est pour ça que nos médicaments pour l'anxiété, dépression, dormir, tout ça se retrouvent en première catégorie. Puis ça, je pense que tous nos changements de mode de vie et beaucoup contribuent à ça. Ensuite, dans la société, les ressources qui manquent, il y a des ressources humaines, il y a des ressources monétaires, puis toute la partie prévention, éducation. Ressources humaines, médecins de famille, si on demandait ici à tout le monde, est-ce que vous avez tous un médecin de famille que vous pouvez le voir facilement? Je ne suis pas sûre que tout le monde lèverait sa main. On en entend parler, on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais c'est une ressource humaine qui est déficiente, qui fait en sorte qu'on a moins le temps pour la prévention, vu qu'on a moins de médecins, puis on traite plus à la place avec les pilules. Les infirmières, les ergothérapeutes, un psychothérapeute aussi, les psychologues, les aides scolaires, c'est difficile d'avoir accès à ça. Soit ils sont super débordés, sont déjà remplis, on a de la misère à en avoir accès, ou soit ça coûte super cher, puis on n'a pas les moyens de ça. Puis, je vous donne un exemple. La dépression, c'est quelque chose de très, très, très connu, que oui, les médicaments, ça fonctionne, mais le meilleur traitement pour la dépression, c'est de prendre un médicament pour le moment où c'est très, très critique et de faire un suivi en psychothérapie. Il faut s'investir, ça prend du temps, mais ça prend aussi de l'argent. Mais ça, ce n'est pas couvert par notre système public. Certains assureurs privés vont le couvrir, mais pas le système public. Alors, automatiquement, on sait que c'est le meilleur traitement pour prévenir les rechutes, pour traiter les gens, mais on ne l'offre pas à notre société parce qu'on n'a pas ces ressources-là. Ensuite, l'éducation, accès à une nutritionniste, quelqu'un qui dit « Moi, je fais de l'hypertension, il faut couper le sel. » Ouais, couper le sel, c'est super difficile. Ou diabète, couper le sucre. Le sucre, il y en a partout. Comment je le coupe? Je le coupe. Il ne faut pas arrêter d'en manger du tout. Il y en a, ça en prend du sucre, ça donne de l'énergie, mais il faut être judicieux dans nos sources de sucre. Alors, si on nous disait « Vous avez accès à une nutritionniste, 2 séances qui est payée par le gouvernement. » Je lance des idées, mais toutes ces ressources-là, ils existent. Tous ces professionnels-là de la santé, ils sont là, puis il faut les utiliser. Il n'y a pas juste d'aller voir le médecin puis d'avoir une pilule. Puis, les ressources monétaires, ça revient un peu la même chose. Dernier exemple, vous avez dit les douleurs. Combien de personnes, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au dos, j'ai pelleté, je me suis fait mal au dos, puis là, ça prend 1 mois, puis là, on prend des pilules parce qu'on a mal puis on veut un peu fonctionner. Mais si on allait chez le physiothérapeute puis qu'il nous aidait à ce que la douleur parte plus vite, puis qu'en même temps, il nous donnait des exercices très simples, adaptés pour nous. Là. On ne parle pas d'aller faire le jogging, là, juste des exercices pour tonifier nos muscles. On aurait moins à risque de se blesser une autre fois, puis on prendrait moins de pilules. Notre dernier grand axe, nos industries, les sociétés savantes. Les sociétés savantes, c'est des groupes d'experts, de médecins, d'infirmières et tout ça qui, en fonction de chaque maladie, disent comment on devrait soigner. Puis ces groupes-là, on s'est rendu compte avec le temps, ils ont tendance des fois à rendre les critères un petit peu plus stricts ou baisser un petit peu les niveaux d'acceptation. Par exemple, pour le cholestérol, dans le temps, le cholestérol, on acceptait pour quelqu'un qui était à risque de maladie cardiovasculaire. Je vais essayer de trouver ma place. On acceptait environ 3,5 ou 5 de cholestérol. Maintenant, on s'est rendu compte qu'il y avait des bénéfices à le descendre en bas de 2. Mais c'est super difficile d'atteindre le 2. Ça fait en sorte qu'il y a plus de gens qui doivent prendre des médicaments pour le cholestérol. Quand on regarde ça, ce n'est pas nécessairement une mauvaise affaire parce que c'est chez les gens-là qui sont plus à risque de maladies cardiovasculaires, le descendre en bas de 2, ça peut sauver des vies. Il ne faut pas toujours voir le fait de prendre un médicament comme quelque chose de négatif ou le fait qu'il y ait plus de gens qui prennent un médicament comme étant négatif. Un autre phénomène aussi qu'on peut voir, c'est la découverte de nouveaux traitements. Avant 1996, que le Viagra soit approuvé pour être sur le marché, personne ne prenait des médicaments sous ordonnance pour le traitement de la dysfonction érectile.
oui, il y avait plein de produits naturels, mais ça ne tombait pas dans les médicaments sous ordonnance. C'est sûr qu'en découvrant un médicament pour ce traitement-là, automatiquement, il y a plus de gens qui se ramassent à prendre des médicaments parce qu'on trouve plus d'options thérapeutiques. La dernière, c'est la découverte de nouvelles maladies, puis l'augmentation des diagnostics. Dans le temps, quelqu'un qui faisait du TDAH, c'était un petit tannant, puis ça s'arrêtait là. Maintenant, on est capable de le diagnostiquer, on est capable de lui donner des ressources pour pas qu'il puisse décrocher, puis il y a des traitements aussi qui sont disponibles. Alors, c'est sûr qu'en augmentant les gens qu'on diagnostique, automatiquement, on augmente aussi la quantité de médicaments pris par cette tranche de population-là. Puis comme vous l'avez vu, en haut de 6 ans, c'est souvent le TDAH qui revient en premier. Maintenant, la partie que je préfère. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui connaissent quelqu'un dans leur entourage qui dit « Je déjeune avec mes pilules, je n'ai pas besoin de manger ». Est-ce qu'il y en a d'autres personnes qui vont dire « Parmi les 15 médicaments que je prends, il y en a 7 pour traiter mes maladies, puis le reste, c'est pour traiter les effets secondaires de ces 7 médicaments-là. » On entend ça souvent, puis ce n'est pas un mythe, ça existe. On appelle ça en pharmacie la cascade médicamenteuse. C'est que tout le monde connaît un peu le concept, je vais vous le réexpliquer, puis on va voir un cas pratique. Dans le fond, la cascade médicamenteuse, ça arrive quand on a un effet secondaire qui n'est pas interprété comme étant un effet secondaire, mais comme une nouvelle maladie. Alors, au lieu de s'attaquer aux médicaments responsables de cet effet secondaire-là, on va ajouter un autre médicament pour traiter l'effet secondaire. Puis, des fois, ça peut aller ainsi de suite. Ça peut être un médicament pour traiter l'effet secondaire d'un autre médicament, etc. C'est pour ça qu'on l'appelle cascade. Pour illustrer un peu le concept, on va voir le cas de Mme Tremblay. C'est un nom fictif assez populaire, je pense. C'est une dame de 90 ans qui prend 9 médicaments. On ne va pas trop s'attarder sur sa liste de médicaments, mais quand on prend le temps d'analyser son dossier, on se rend compte qu'il y a 3 cascades médicamenteuses. J'en ai une pour vous illustrer le concept. Mme Tremblay prend un médicament pour la pression qui s'appelle l'amlodipine. Il y a comme effet secondaire de faire enfler les jambes. Quand elle va voir le médecin, au lieu de changer son médicament pour la pression qui fait enfler les jambes, lui prescrit un autre médicament qui est un diurétique qui fait uriner pour enlever son enflure. Ce médicament-là, par la suite, fait baisser le potassium dans le sang, ça arrive chez presque tout le monde. Alors là, il faut qu'on lui prescrive par la suite des suppléments de potassium. Alors, pour un médicament, on peut se rendre compte que des fois, dans certains cas, la personne se trouve à prendre 3 médicaments à cause d'un effet secondaire. Madame Tremblay, je me suis penché sur son cas, puis en fait, c'est un cas qui a été publié dans des articles pour les pharmaciens de formation continue. Puis au départ, elle avait 9 médicaments. Quand on enlève les 3 cascades médicamenteuses, je ne vous ai pas parlé des 2 autres, elle se ramasse avec seulement 5 médicaments. On se rend compte que dans son cas à elle, puis c'est son cas à elle, il y avait 4 médicaments qui étaient superflus. Là, vous allez sûrement vous demander comment est-ce que je peux éviter la cascade médicamenteuse. La meilleure façon de le faire, c'est de challenger votre pharmacien ou votre médecin. À chaque fois que vous avez un nouveau symptôme, demandez-y, est-ce que c'est la cause d'un des médicaments que je prends déjà? Des fois, on n'y pense pas ou des fois, c'est des effets secondaires qui sont rares. Il y a des moyens pour nous de le tester, puis il faut nous le demander ou il faut le challenger pour être sûr de ne pas se ramasser avec une longue liste de médicaments. Maintenant, il y a un nouveau phénomène depuis quelques années. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça s'appelle la déprescription. On a vu que ces dernières années, en fait, au cours de notre vie, plus l'âge avance, plus notre liste de médicaments s'allonge. Éventuellement, ça se peut que des médicaments qui ont été prescrits à 40 ans, rendus à 75 ans, ne sont plus vraiment appropriés. Par contre, par habitude, on va le represcrire à chaque année, puis pas nécessairement le réévaluer. Pour la déprescription, j'ai oublié de vous dire ça, à quel point c'est populaire. Il y a même le Journal de Montréal qui en a parlé l'année dernière dans un article. La déprescription, qu'est-ce que c'est? Un peu comme son nom l'indique, c'est de réduire le nombre de médicaments.
On va souvent faire ça chez les personnes âgées ou les personnes polymédicamentées, c'est-à-dire avec plus que 5 médicaments ou plus. On ne va pas éliminer tous les médicaments ou n'importe lesquels. On va se pencher sur les médicaments qui sont inutiles, dangereux ou inappropriés. Il faut se rappeler aussi qu'un médicament peut être tout à fait approprié à 40 ans, mais que rendu à 75 ans, il ne l'est plus. Puis c'est pour ça qu'il faut réévaluer régulièrement la liste de médicaments. La façon qu'on fait la déprescription, on va regarder chaque médicament individuellement pour la personne donnée, puis on va regarder quels sont les risques, puis quels sont les avantages de chaque médicament. Puis pour les médicaments qui ont plus de risques que d'avantages, c'est à ce moment-là, c'est ceux-là qu'on va cesser. On va généralement les arrêter graduellement, puis les arrêter un à un. Ici, hein? Faut pas que tu dépasses la barre. Ah, OK. Bon, parfait. Alors, en fait, la déprescription, on a vu que ça avait plusieurs avantages. C'est des avantages qui sont notables, notamment de diminuer l'hospitalisation des personnes, puis de diminuer la mortalité aussi. On a vu aussi que ça diminuait évidemment l'usage des médicaments, puis les dépenses de santé. Ce qui est super intéressant, dans une étude qu'ils ont faite sur la déprescription, ils se sont rendus compte que quand on enlevait des médicaments, il y en avait seulement 1 sur 10, quand c'était bien fait, qu'il fallait réintroduire ou reprendre. Ce qui veut dire qu'il y avait 9 médicaments sur 10 là-dedans qui étaient inutiles, puis qui étaient vraiment, qu'on pouvait effectivement enlever. Attention, ne faites pas la déprescription par vous-même. En fait, il faut toujours en parler avec un professionnel de la santé, soit votre médecin, pharmacien ou infirmière. Il faut le faire de façon ordonnée aussi. Puis, c'est dans le fond, la clé du succès, c'est de l'arrêter avec l'avis d'un professionnel, puis en collaboration avec le professionnel. On vous dit ça parce que c'est super fréquent. Moi, je me souviens quand je travaillais à la pharmacie, il y a quelques années, les gens disaient, bon, du jour au lendemain, ils regardaient leur pilule, puis ils trouvaient qu'il y en avait trop, là, puis là, ils disaient ce matin qu'ils arrêtaient une sorte. Puis ils décidaient que le cholestérol, bien, je me sens pas malade, hein? On se sent pas qu'on fait du gras dans le sang. Fait qu'ils disaient, le cholestérol, moi, celui-là, c'est un exemple, là, mais je l'arrête. Mais dans le fond, la personne, elle ne sait pas que, oui, on ne se sent pas malade, mais il y a du gras qui se dépose dans nos veines, dans nos artères, puis ça, bien, ça peut boucher puis faire des conséquences beaucoup plus importantes. Fait que quand à un moment donné, là, on se dit, bien là, j'en ai trop, là, je me nourris justement aux pilules, au lieu de choisir nous-mêmes laquelle on arrête, parlez-en à votre médecin, à votre pharmacien, note une dans ma liste qui sont toutes essentielles. En fait, c'est ça qu'il faut demander. Là. Sont toutes nécessaires, ces pilules-là? Puis des fois, c'est de diminuer une dose, ça enlève un effet secondaire, c'est pas nécessairement de l'enlever, mais de le demander. Faites-les pas par vous-même. Des fois, c'est super tentant. Je l'ai entendu plein de fois. « Oh, j'étais tannée de la prendre. » Mais faites confiance aux gens qui peuvent vous aider correctement. Oui, bien, peut-être si on a le temps, je vais vous donner un exemple quand on parle des... Pas trop le temps, hein? Pas trop le temps? 15 minutes. Ah, OK, parfait. Bon, ben, on a vraiment le temps d'en parler. On parlait tout à l'heure des activants. L'activant, c'est un super bon exemple. Chez une personne qui a 40 ou 50 ans, qui souffre d'insomnie, quand on donne l'activant, il n'y a généralement pas de problème quand c'est pris de façon occasionnelle. Par contre, ces personnes-là, de temps en temps, vont les prendre de façon chronique. Ils vont prendre de l'âge, puis rendu à 70 ou 75 ans, le même médicament peut être dangereux. On a vu en fait que l'activant chez les personnes âgées, ça pouvait augmenter le risque de chute, donc d'hospitalisation, des fois de fracture de hanche, puis c'est là qu'on va avec des fois même la mortalité avec une fracture de hanche. Ça va diminuer la mémoire, ça va diminuer les facultés cognitives. Alors, rendu à 75 ans, l'activant peut avoir plus d'effets négatifs que d'effets bénéfiques. Et c'est pour ça qu'il faut à chaque fois réévaluer. Puis c'est encore une fois selon chaque personne. Si la personne à 75 ans est insomniaque, on a tout essayé, puis qu'il y a juste le activant qui fonctionne, elle est mieux de dormir avec du activant que de ne pas en avoir, pas dormir, puis d'avoir une qualité de vie zéro. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment une approche aussi individualisée. Puis chaque cas est unique, vous êtes unique, puis c'est à ce moment-là que la discussion va se faire avec le professionnel de la santé. Oui.
Alors, pour terminer, c'est la dernière partie, comment éviter de consommer des médicaments. On va vous donner les 5 questions, en gros, à poser à votre professionnel de la santé. Quand vous allez voir le médecin ou quand vous voyez le pharmacien, mais à la base, quand vous voyez le médecin, n'hésitez pas. Moi, je dis souvent aux gens, moi-même, quand je vois mon propre médecin de famille, là, une fois par année, je suis nerveuse, OK? Fait qu'il y a plein de choses que je vais lui demander, puis j'oublie. Fait qu'il faut les noter. Quand je vais voir le pédiatre de ma fille, bien, je les note parce que j'oublie. Même si je suis médecin moi-même. Fait que notez-les. Puis quand le médecin, même s'il a l'air pressé, c'est votre moment. Sortez votre liste, puis regardez si vous avez posé toutes vos questions. Puis des fois, vous vous êtes posé une question il y a 2 semaines, puis vous le voyez. Notez-la sur le papier, mettez-les sur le frigo, puis à chaque fois que vous avez des questions, notez-les. C'est vraiment, il ne faut pas hésiter. Le médecin est là pour votre santé à vous. Puis si on ne dit rien, bien, il ne sait rien, puis bien, il faut le prendre le temps. Fait que vous dites, j'ai encore une question, je voulais savoir telle affaire. Si jamais il n'y a vraiment pas le temps, il va vous redonner un rendez-vous rapproché. Mais n'hésitez pas. Moi-même, je vous le dis, on veut toujours aller vite, on ne veut pas déranger, on ne veut pas trop poser nos questions, mais il faut. Puis quand ils nous remettent un papier, une prescription, c'est pas juste de la prendre, c'est qu'est-ce que vous m'avez prescrit? C'est-tu la même chose que l'année passée? Parce que combien de fois à la pharmacie, les gens arrivent avec leur papier, puis on leur dit « Ah, la dose a diminué » ou « Ah, il vous a rajouté ça », puis la personne nous regarde et dit « Ah oui, je ne savais pas ». Parce que c'est pas toujours d'emblée qu'il va vous le dire. Fait que demandez-le, c'est-tu la même chose? Y a-t-il quelque chose de nouveau là-dessus? C'est important. N'hésitez pas de le demander. Vous allez pour une infection, c'est quoi? C'est un antibiotique? C'est quoi? Le demander. Puis n'hésitez pas, je vous le dis, là, s'il y a une phrase, c'est n'hésitez pas à poser toutes vos questions puis à questionner s'il y a des changements. Alors, il y a un groupe d'experts qui se sont penchés sur 5 questions à demander ou à être au courant quand on va rencontrer soit le médecin ou le pharmacien ou encore l'infirmière pour tous les rendez-vous médicaux. Comme Marie-Claude l'a dit, la première question, c'est « Est-ce qu'il y a des changements dans ma médication? Quels sont les changements? Quel médicament est-ce que je dois continuer? » On a dit tout à l'heure que c'est important de réviser la liste de médicaments. Pas prendre pour acquis qu'un médicament qui a été prescrit à 40 ans, on le continue toute notre vie. Il faut le réévaluer, puis il faut demander « Est-ce que je dois le continuer et pourquoi? » Il faut aussi demander comment est-ce qu'on le prend. Il y a beaucoup de médicaments qui sont pris de façon incorrecte et qui sont donc pas efficaces. Puis, des fois, un médicament qu'on se rappelle comment l'utiliser les premières fois, rendu après un an, ça peut varier un petit peu. Alors, c'est important de remettre ça à jour. Puis aussi, des fois, si vous trouvez qu'un médicament est contraignant à prendre, je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de gens qui prennent la fameuse pilule une fois semaine pour les os, puis qui disent qu'il faut rester debout. Bien, il y en a qui sont assis sur leur chaise carrée le matin, là, une demi-heure avant le déjeuner, le dimanche, ou peu importe la journée de la semaine, puis ils prennent leur pilule, puis ils trouvent ça contraignant. Il faut qu'ils soient debout. En fait, c'est pas qu'il faut être debout, il faut juste pas être couché. Faut être Fait qu'on peut être assis dans notre sofa, on peut être assis sur une chaise, on peut être debout à cuisiner, on peut faire n'importe quoi. Mais de le dire, quelqu'un qui me dit ma pilule pour ma thyroïde qu'il faut que je prenne à jeun, là, ben moi, je me lève puis je déjeune. Je ne peux pas attendre une demi-heure. Fait que cette pilule-là, je l'oublie une fois sur 2 parce qu'elle est trop dure à prendre. Ça aussi, dites-le. Dites-le à votre médecin ou votre pharmacien parce que ce qu'on va faire, on va vous dire, bien, OK, prenez-le en même temps que votre déjeuner, mais quand on va regarder dans votre sang si le niveau est correct, on va l'ajuster parce que vous le prenez avec la nourriture. Fait qu'on l'ajuste en fonction de votre réalité aussi. Puis ça, quand on dit comment le prendre, on vous donne la meilleure façon, mais ça ne veut pas dire que c'est la façon pour vous. Fait que si une façon est trop difficile ou contraignante, dites-le, on va l'adapter ou on va changer pour autre chose. Puis on a des millions de tours dans notre sac, alors demandez-nous. Surveillez. En fait, il faut demander aussi qu'est-ce qu'il faut surveiller. Vous me prescrivez un nouveau médicament, mais qu'est-ce que je dois surveiller? Quels sont les effets secondaires? Mais aussi, à quelle efficacité est-ce que je dois m'attendre? Puis le dernier, c'est le suivi. C'est quand est-ce qu'on me revoit? Puis qu'est-ce qu'on va réévaluer? Est-ce qu'on va réévaluer si je dois continuer le médicament ou s'il est efficace, réévaluer la dose? Ça, c'est une question à poser. Il y a aussi quelque chose qui est pas mal important, ça serait d'avoir la liste complète de vos médicaments quand vous allez voir le médecin, d'avoir les produits naturels aussi, puis toutes vos allergies. Ça évite beaucoup, des fois, de duplication dans les prescriptions où ça donne tous les outils au médecin pour prendre la meilleure décision sur votre médication. Puis, on l'a vu avec la pression artérielle. Quand vous recevez une nouvelle ordonnance, pas seulement
la prendre, mais aussi demander, à part de prendre ce médicament-là, qu'est-ce que je peux faire en plus pour améliorer mon état de santé? C'est là qu'on va commencer à amorcer la discussion sur l'exercice, les changements alimentaires, le sel pour ce qui est de la pression, etc., pour vous aider à atteindre vos cibles thérapeutiques sans juste utiliser le médicament. Puis, juste aussi avoir en tête, on ne vous demande pas de devenir des marathoniens, de manger sans goût, puis de ne plus prendre de sel du tout. C'est de faire la part des choses. Des fois, c'est d'en faire... Si nous, marcher 4 fois semaine, c'est trop. Une fois par semaine, c'est déjà mieux que 0. Puis, de se dire une fois, ben je vais couper un peu dans... Je prenais du lait 3,25, je vais le prendre 2 %. Des petits changements. C'est dur d'amorcer des changements. Moi, j'ai fait du diabète de grossesse. Puis quand on m'a donné la diète de diabétique, je peux vous dire qu'elle était pas mal dure à suivre. Fait que je vous comprends maintenant beaucoup que quand on nous dit qu'il faut couper le sel, il faut couper le sucre, c'est difficile. Fait qu'on ne vous demande pas de tout changer bout pour bout. C'est juste de faire des petits changements. En plus de la médication, souvent, ça l'aide énormément. De toujours le garder en tête. C'est la fin. Fait que maintenant, vous êtes les bienvenus si vous avez des questions. Si vous avez des questions plus personnelles, on va être là après aussi. Mais je ne sais pas si tout était clair ou ça vous laisse avec des interrogations. Oui, allô? OK. Donc, il va y avoir une période de 15 minutes ici. Si vous voulez, à main levée, on pourrait aller dans la salle pour les questions qui vont être d'ordre plus général. Si vous avez des questions plus personnelles, ça va être par la suite. On y va avec madame. Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez des statines pour le cholestérol. C'est une super bonne question, peut-être même une colle. Ah, ben oui. Parfait. Reposez-vous. Oui, donc Daniel va se promener avec le micro. Non, pas du tout. Les statines, oui. OK. Et levez la main. Bien, dans le fond, pour tous les médicaments, que ce soit les statines... Oui, la question, pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est qu'est-ce qu'on en pense des statines? Les statines, c'est un médicament pour contrôler le cholestérol. C'est que pour tout ce qui est de n'importe quel médicament, il faut toujours voir c'est quoi les risques versus les bénéfices du médicament. Tous les médicaments ont des bénéfices, ou la plupart. Avez-vous... Ah, après. Tous les médicaments ont des bénéfices, ou la plupart, puis tous les médicaments ont des risques aussi. Il faut toujours mettre ça en relation. Les statines, en diminuant le cholestérol, ça a été prouvé. Ça diminue le risque de maladies cardiovasculaires, de faire des AVC ou de faire des infarctus. Ça a des bénéfices qui sont non négligeables. Par contre, ils ont aussi des effets secondaires. Le plus commun qu'on entend toujours parler, c'est au niveau des douleurs musculaires. Si quelqu'un a des douleurs musculaires avec une statine, il y a différentes options. On peut changer de statine ou utiliser d'autres options pour diminuer aussi le cholestérol. Pour cette personne-là, de prendre une statine en particulier qui lui donne des douleurs musculaires, c'est peut-être pas la meilleure option si elle a beaucoup plus de risques ou d'effets secondaires versus les bénéfices qu'elle peut en tirer. Je vous dirais que les statines, ça a mauvaise presse. Des fois, on entend parler même d'un mini-risque de diabète avec celui-là. Mais le risque de diabète est très faible. C'est quelques personnes sur 1000 personnes qui vont prendre la statine. Puis c'est beaucoup plus bas que les bénéfices qu'on va avoir à prendre la statine. Alors, pour tous les médicaments, il n'y a pas une réponse à donner à tout le monde parce que si la personne a beaucoup d'effets secondaires, là, on va peut-être le changer ou on va trouver une autre option. Mais c'est vraiment du cas par cas qu'il faut évaluer chaque médicament. Puis si je peux me permettre, comme on l'a vu, maintenant, les cibles qu'on doit atteindre de cholestérol sont plus sévères qu'avant. Fait que souvent, il y a des gens qui prenaient une statine, le Lipitor, tout le monde, bon, il y a beaucoup qui le connaissent, le Lipitor, qui prenait une certaine dose, puis que là, la fois d'après, ça faisait des années qu'ils prenaient cette dose-là, puis la fois d'après, on a monté à la grosse dose, puis là, ils ont eu des douleurs musculaires. Bien, moi, comme médecin, j'aime mieux qu'on me dise « je veux plus le prendre, j'ai des douleurs musculaires, puis je vais les remettre à l'ancienne dose », que la personne ne les prenne plus, puis qu'elle me le dise pas. Puis que là, il arrive quelque chose de beaucoup plus grave. Ça n'arrivera pas l'infarctus 2 semaines après, ou l'AVC, elle n'arrivera peut-être jamais, mais si elle arrive, puis que je ne le savais pas, je vais trouver ça dommage que la personne ne me l'ait juste pas dit. On va rediminuer la dose, on va trouver autre chose, puis on va l'ajuster. Fait que c'est toujours... Puis quand vous n'aimez pas quelque chose ou que ça ne vous va pas, là, comme on le dit, challengez-les, vos médecins puis vos pharmaciens. Dites-le, moi, cette pilule-là, ça ne me va pas. Y a-t-il d'autres choses? Y a quelque chose d'autre? Des fois, ça assure que c'est la meilleure option.
en termes de thérapeutique, mais pour vous, dans votre mode de vie, tout ça, ça ne fonctionne pas. Dites-le. Il ne faut pas hésiter à le dire, puis on ajuste ensuite personne par personne. Oui. Oui, il y avait une madame ici. Oui, bonjour. Bien, pour faire suite aux statines, moi, j'en fais un peu de cholestérol. Elle m'a proposé le Laudalis. Elle m'a dit c'est nouveau. Puis c'était une résine parce qu'il y a un problème de triglycérides. Puis elle dit c'est plus important de soigner les triglycérides que le cholestérol. Mais il y a un lien entre... Oui, en fait, Moi, le je suis cholestérol, il y a différentes sortes de gras dans notre sang. Généralement, tout le monde, c'est les méchants, les LDL. Les triglycérides, c'est une autre sorte que souvent, on dit aux gens, mangez des fibres. Pourquoi qu'on dit manger des fibres? Parce que les fibres, le gras colle sur la fibre puis élimine plus le cholestérol. Fait que si on prend des triglycérides, de donner un médicament qui est plus à base de résine ou de fibres va aider plus. Fait que ça dépend encore là, personne par personne. C'est lequel mauvais cholestérol qui ont le plus dans le sang? Puis, juste comme ça, un petit message. C'est pour ça qu'on vous dit manger des fibres. C'est bon pour la régularité, c'est bon pour les selles, mais c'est super bon pour le gras aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, les médecins, quand ils parlent, là, vous avez une maladie auto-immune? Qu'est-ce que c'est, ça? Auto-immune, c'est ton propre corps qui se révolte contre notre propre soi. Sclérose en plaques, c'en est un exemple. Notre propre corps détruit nos cellules nerveuses. L'arthrite, il y en a beaucoup qui en font. Il y a une différence. L'arthrose, quand c'est un os, c'est de l'usure. C'est les os qui deviennent une sur l'autre. Il n'y a plus le petit coussin, puis ça fait mal. L'arthrite, c'est notre propre corps auto-immun. Immun, ça veut dire système immunitaire. Nos petits soldats là, qui nous défendent contre les rhumes, contre tout, ils décident pour X, Y raison qu'ils sont tout mélangés puis qu'ils vont aller attaquer nos articulations. Puis là, ils font de l'arthrite. Puis ça fait mal parce que ça détruit. Ça fait de l'inflammation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Je vais aller avec madame, puis après vous, monsieur. Je me demandais juste comme question, comment les médecins, comment les pharmaciens se tiennent au courant de ce qui a été fait ou des nouvelles recherches. Puis je fais en lien les statines, parce qu'il y a Dr Lorgeril, qui est un médecin de l'Université de Grenoble, la faculté de médecine de Grenoble, qui, lui, dénonce tout ce qui est problématique de statines, etc., etc. Et en tout cas, moi, je suis contre et je ne les prendrai pas, à moins que vous arriviez, puis je ne suis pas sûre que vous allez gagner. Comment vous êtes... La question, comment on peut discuter avec le médecin quand d'avance, moi, je fais le blocage ou que d'avance, le médecin ne veut pas les changements? Oui, c'est ça. Ben, en fait, la médecine change continuellement. C'est, je pense, un des domaines où il y a le plus de changements. Comme pharmacien ou comme médecin, on ne peut pas être au courant de toutes les petites études qui se font partout. Par contre, notre référence, c'est beaucoup les sociétés savantes qu'on a parlé tout à l'heure. Ce que c'est des regroupements d'experts dans leur domaine qui vont se pencher ensemble sur certaines problématiques puis qui vont en venir à des conclusions. Alors, au lieu que individuellement, je dois lire 1000 études sur le sujet des statines, par exemple, ce que je vais faire, je vais me baser sur les experts au Canada qui se sont penchés sur cette question-là puis qui ont fait des consensus. Puis encore là, les consensus, souvent, il y a des grades. Il y a le grade A, que là, c'est hors de tout doute, que c'est bien documenté, qu'il y a des bonnes études. Il y a des grades B, C et D. Il y a des choses que même les experts ne s'entendent pas. Alors, à ce moment-là, nous, souvent, on va recommander ce qui est A ou B, ce qu'il y a un bon consensus. Puis le reste, il faut le dire qu'il n'y a pas de consensus aussi. Mais ça prend beaucoup de lectures, ça prend beaucoup aussi de conférences qu'il faut assister pour constamment se mettre à jour, mais c'est beaucoup en se référant aux sociétés savantes qu'on va pouvoir comme se mettre à jour. Pour vous mettre ça concret, là, on appelle ça des guidelines, des guides de pratique. Très concret, mettons, l'Institut de cardio peut en sortir. Moi, je suis en train de faire ma spécialité en gynéco. Il y a la Société canadienne de gynécologie obstétrique qui va sortir des façons de faire et tout ça. Puis ça, c'est un paquet de monde ensemble qui décide ce qui est la meilleure. Encore là, est-ce que tout le monde fit dans un guideline? Non. Chaque personne est individuelle, puis il faut en discuter. Puis, il y a des choses qu'en ce moment on fait que probablement dans 10 ans, on va dire non, c'était pas bon, ou oui, c'était bon, ou c'était pas assez.
la médecine change, est en évolution, puis des fois, on a fait des ratés par le passé. Puis, c'est sûr, là, vous parlez... Moi, je suis plus trop au courant sur le cholestérol parce que je suis plus en gynéco-obstétrique maintenant. Mais des fois, il y a l'opinion d'une personne ou de tout un pays que c'est différent, dépendant de... Souvent, les guidelines canadiens vont être différents de ceux américains, qui vont être différents de ceux européens. Puis des fois, ça s'en vient plus tard, des fois, ça repart. Les statines, c'est une grosse controverse. On pourrait en parler super longtemps. Oui, il va rester 5 minutes à la période de questions en grand groupe comme ça. Par la suite, ils vont être disponibles 30 minutes de répondre plus. rapide d'abord. Oui, donc pour les questions plus d'ordre personnel, vous pouvez les garder pour le 30 minutes par la suite. Et là, on va passer avec monsieur. Bon, c'est concernant les médicaments originaux versus génériques. Bon, est-ce qu'il y a une différence au niveau de la molécule? Des fois, on est dans le doute. Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'un a plus d'effets secondaires, un générique aurait plus d'effets secondaires qu'un original et vice-versa? C'est une super bonne question. Là, souvent, cette question-là en pharmacie aussi, puis il y a un flou là-dedans. Souvent, on pense parce que ça coûte plus cher que c'est meilleur. Alors, je vais essayer de démêler ça un petit peu. Quand une compagnie fait de la recherche puis est capable de mettre sur le marché un médicament, cette compagnie-là, elle obtient un brevet, puis c'est la seule qui peut le mettre sur le marché, le médicament, pour environ 10 à 15 ans, puis ça dépend d'un pays à l'autre. Une fois que le brevet est tombé, d'autres médicaments peuvent copier la molécule puis mettre le même médicament sur le marché. Ce même médicament-là, c'est obligatoire. Il faut qu'il y ait exactement la même molécule et aussi la même quantité de médicaments à l'intérieur. Ce qui va différencier, par contre, c'est qu'ils ne peuvent pas copier la recette telle quelle. Alors, la poudre, pour faire le médicament, va être différente. La coloration de la pilule va être différente aussi. La petite cire va être différente. Ça peut avoir une influence aussi sur la libération du médicament ou sur l'effet du médicament, le fait qu'on mette une différente poudre ou une différente cire autour du médicament. Alors, Santé Canada, elle demande aux compagnies génériques de prouver par des études cliniques chez des personnes qui vont prendre le médicament que l'effet est similaire. On appelle ça bioidentique ou bioéquivalent. Alors, non seulement c'est la même molécule à l'intérieur, mais aussi il faut que le médicament ait le même effet ou la même concentration sanguine dans le sang qui se libère de la même façon. Ce qui peut varier, par contre, c'est étant donné qu'il y a différents colorants, chez des personnes qui sont allergiques à, par exemple, le jaune numéro 6, si le médicament original n'en a pas puis le générique a du jaune numéro 6 à l'intérieur, automatiquement, ça ne va pas faire l'affaire. Mais pour, je vous dirais, 99% des médicaments, c'est exactement le même effet. C'est vraiment question de brevet que le médicament est beaucoup moins cher parce que la compagnie générique n'a pas d'études scientifiques à faire pour développer le médicament. Il faut se rappeler aussi que le prix des médicaments, si par exemple je prends le Biaxin qui est un antibiotique, la marge de profit de l'industrie pour le médicament original, c'est 95% de profit sur le médicament. Ça leur coûte juste 5% à produire le médicament. Alors, c'est pour vous donner une idée que oui, il y a de la place à beaucoup d'économies quand on prend le générique, puis c'est pour ça que le générique, ils peuvent le vendre beaucoup moins cher. Le générique ne se prend pas cette marge de profit-là. Puis encore là, on dit que c'est bioéquivalent. Moi, je suis la première, je prends les génériques parce que pour la société aussi, si on n'a pas d'effet, comme on le dit, c'est beaucoup moins cher. Bien, bon, année, c'est la deuxième plus grosse dépense. À un moment donné, le gouvernement, il ne sera plus capable de payer pour tout ce qui sort. Puis tout ce qui sort est toujours plus cher. Fait que c'est un peu moi, c'est ma façon aussi de faire ma part, puis ça fait la même chose. Sauf que si une personne a pris pendant des années l'original, puis que là, il arrive un générique, puis que lui, il se rend compte que c'est pas comme avant, bien, dites-le. Puis on va rechanger pour l'original. C'est pas supposé, mais chaque personne peut réagir à sa façon quand même. Puis, faut pas hésiter à le dire. Mais faut leur faire confiance, les génériques. Une dernière ici en grand groupe. Oh. On peut juste une ici? dernière. Comme on l'a dit, vous pourrez les rencontrer une petite demi-heure après, mais comme on doit laisser la place, une dernière question, je vais vous la laisser. OK, allez-y. Bien, c'est juste pour vous dire que
Je veux dire, moi, j'ai tout entendu ce que vous avez dit, là. Je trouve que j'ai un ménage à faire là-dedans aussi. Mais mon médecin, je ne le vois pas. Je devais le voir au mois de mai et je ne le verrai pas avant le début de l'année. Fait que ça fait 6 mois et plus là, de ça. Fait que j'ai hâte de voir mon spécialiste aussi. C'est juste ça. Bien, vous avez raison, comme on l'a dit, manque de temps, manque de médecins. On devrait les pouvoir, quand on prend un rendez-vous, là, puis qu'on a un rendez-vous 3 mois après, bien, c'est sûr que le problème, on l'a là, tu sais. C'est un peu le défaut de notre système actuellement, oui, je vous comprends. Oui. Oui. Puis en pharmacie, la réalité de la pharmacie, c'est sur le coin du comptoir, ça ne se fait pas, cet exercice-là, ça prend trop de temps. Oui, ça prend trop de temps, oui. En Ontario, le gouvernement a décidé d'instaurer un programme qui est MedCheck. Ils payent les pharmaciens pour passer 30 minutes avec les personnes pour réviser la liste de médicaments puis justement faire cet exercice-là. L'Ontario a décidé de le payer. Le Québec ne suit pas pour l'instant, mais éventuellement, ça pourrait arriver. Pour l'instant, si vous voulez ce type de service-là, c'est disponible dans certaines pharmacies, mais il faut le payer. Il faut le payer de votre poche, mais vous pouvez prendre rendez-vous avec le pharmacien pour une demi-heure pour faire la révision de la liste de médicaments. Parfait. Ben voilà. Oui. Donc, vas-y. Oui, donc ils vont rester 30 minutes de plus à la cantine. Pour ceux qui ne sont pas allés à la cantine, c'est juste au bout du corridor à votre droite. C'est bien indiqué. Donc, je voudrais prendre un petit moment pour les remercier. Donc, merci pour votre présentation. Merci. Donc, je vous invite à aller leur poser des questions à la cantine et à continuer de participer aussi aux ateliers. Juste vous informer que je veux remercier les coureurs de ce matin. On a eu 100 parents et enfants qui ont couru au parc Joseph Paré ici à côté. Donc, félicitations.